Bonsoir à tous et chacun et très heureuse de vous retrouver pour ces numéros de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur François Matete, qui est un opérateur indépendant. Avec mon invité, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la rentrée parlementaire pour cette session de septembre qui est purement budgétaire, mais nous allons parler aussi de la participation du chef de l'État Félix Tshisekedi à la 78e sommet rencontre des Nations Unies. Voilà, Monsieur Matete, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Je serai certaine que vous allez répondre aussi à toutes les questions prévues pour ces numéros. Qui êtes-vous exactement? Je suis pour le moment un opérateur indépendant. J'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises depuis que j'ai terminé mes études jusqu'à la fin de ma profession. J'ai eu ma retraite honorable dans ma dernière entreprise. Maintenant, je fonctionne un peu pour mon propre compte. C'est pas pour le parcours, j'ai fait Cook Person Life Brand, je suis allé à Lonatra. Ensuite, j'étais à Microsystem Software. Et là, je suis allé à l'entreprise de communication Comcel. Et après Comcel, je suis allé au Fonds social de la RDC. Et après le Fonds social, j'ai terminé par la société Vodacom, où j'ai eu ma retraite. Vous êtes partout, vous êtes passé, si j'ai bonne mémoire, comme maître en informatique. Mais qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans les responsabilités que vous avez occupées? Bon, le travail est un plaisir à faire du travail. Hein, il faut travailler correctement et j'ai beaucoup plus aimé dans mes parcours les entreprises multinationales où le travail est fait d'une manière vraiment très professionnelle avec beaucoup de respect de l'éthique. La fonction qui vous a marqué et convaincu? La fonction? Quelle est la fonction qui m'a manqué? Marqué et convaincu. Bon, toutes les fonctions. Sinon, je n'allais pas changer d'entreprise. Donc, quand j'ai changé, c'était, vous voyez, on commence l'entreprise, le travail jeune, et on cherche mieux, on cherche à évoluer, et on change des entreprises, là où on trouve un peu mieux. J'ai eu la chance de travailler depuis que j'ai terminé jusqu'à avoir la retraite sans avoir un temps mort. J'ai changé comme ça les 7 entreprises sans me reposer. Mais quelle est votre plus grande réalisation en termes de cursus professionnel? Bon, en termes de cursus professionnel, j'ai quand même beaucoup réalisé. Je peux donner 2 ou 3. Prenons les cas quand j'étais dans une des entreprises de télécommunications, la première entreprise de télécommunications, j'ai pu faire la correction du système où il y avait toujours des problèmes de facturation. J'ai pu corriger cela et faire gagner de l'entreprise l'argent qui était perdu. Pas par la faute des agents, mais c'était juste quelques erreurs de procédure que j'ai pu corriger. Et le respect des procédures est aussi très correct. Et la même chose, je l'ai fait dans la deuxième entreprise des télécommunications, comme dans d'autres entreprises où j'ai passé. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué, je crois que c'est ma dernière entreprise, où j'ai passé... Laquelle? Vodacom. Ok. Où j'ai passé 18 ans. Où j'ai passé 18 ans là-bas. Ce qui m'a marqué, c'est l'organisation. C'est l'organisation, c'est la culture de l'éthique, la culture des procédures, des respects des procédures. Et je me suis toujours dit que si cela était appliqué dans toutes les entreprises et même dans la gestion du pays, le pays va très bien. Alors que maintenant, cette entreprise de communication est un butin serait problème d'accès à l'Internet, problème de connexion et consorts. Malheureusement, je ne suis pas là pour parler de cette entreprise. Je n'ai pas le mandat pour parler de cette entreprise. Mais je crois qu'il n'y a aucun problème à ma connaissance parce que je continue à utiliser ces réseaux.
il y a eu un petit problème de 2 jours, 3 jours. Et qui Parce qu'on continue de parler de votre cursus professionnel. En 1996, vous étiez consultant chez Comcel. Selon vous, qu'est-ce qui a été à la base de la chute de cette société de télécommunications Comcel cette fois-ci? Je dois vous dire la vérité, la société Comcel n'a jamais chuté. Mais la société Comcel a eu des bâtons dans le roue à l'arrivée des l'AFDL. Ça, c'est une vérité. Et comme le propriétaire d'entreprise, dont je ne peux pas citer les noms ici, n'était pas sur place aussi, c'est ce qui fait que nous avons pu fermer carrément. Et on n'a pas pu suivre la nouvelle technologie, changer de technologie, les propriétaires n'étant pas là. Mais l'entreprise a bien fonctionné. Ceux qui ont utilisé des téléphones portables à ce moment-là, ils savent que il y avait 2 entreprises. Mon entreprise n'avait pas le plus grand nombre, était en 2e position dans le 2, mais toutes les gens qui travaillent en international, les ambassades et tout ça pour le fax, ils ont utilisé des fax comme celle parce qu'il y avait une meilleure qualité. Ça, les preuves sont là. À un certain moment où vous étiez en charge de l'analyse financière de l'ex-ONATRA, mais qu'est-ce qu'il faut exactement maintenant pour relever les défis? On sent que cette entreprise stagne, il y a beaucoup de réalités, il faut à tout prix relever le défi pour qu'on parle en bien de l'ONATRA. Bon, j'ai quitté l'ONATRA il y a plusieurs années. Actuelle société de transport et de port en RDC. J'ai quitté l'ONATRA, quand ça s'appelait encore l'ONATRA, il y a plusieurs années. Et à cette époque-là, l'organisation était bonne. Je ne sais pas, parce qu'on avait aussi des consultants européens et on avait des fonds. On prenait des crédits à la Banque mondiale, il y avait des produits, des crédits de plusieurs organismes. Et il y avait certains étrangers qui étaient là pour suivre que cela était bien. Je me rappelle qu'à cette époque-là, on produisait les bilans, pas seulement annuels, mais mensuels. Mensuellement, on avait un bilan. C'est que, et ce n'était pas seulement à l'ONATRA, c'était dans beaucoup des entreprises, presque toutes les entreprises d'État. Mais à l'heure actuelle, si vous allez demander un bilan dans une des entreprises, le dernier bilan... À première vue, quels sont les mots qui rongent l'ONATRA? Mais non là. Le mot qui me ronge l'ONATRA, comme je dis, ça fait longtemps, je n'aimerais pas parler comme un agent de l'ONATRA ou comme un délégué de l'ONATRA. Mais dans ce pays, on a toujours un petit problème de gestion. Ça, c'est connu, on ne peut pas se cacher la face. Il y a un problème de gestion. Et aussi, souvent, l'État a beaucoup de dettes dans des entreprises publiques qui ne payent pas. L'État est un grand consommateur. Que ce soit la SNEL, la Régie des eaux, l'ONATRA, même les lignes aériennes congolaises et tout ça, Congo Airways. L'État a beaucoup de dettes. L'État ne paye pas ses dettes. Si l'État commençait à payer ses dettes, je crois que rien qu'avec des dettes... Parce qu'on parle de l'ONATRA, qu'est-ce qu'il faut exactement pour réveiller l'ONATRA de son profond coma? Mais l'ONATRA n'a plus de matériel de travail. Il n'y a presque plus de bateaux. Le train, c'est rare. Il faut remettre l'outil de travail. Et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut faire quelque chose pour aider ces entreprises en remettant les outils de travail au point. Et la rémunération de travailleurs, la relation entre employeurs et employés, ça se passe comment? Vous pensez qu'à ce niveau-là, à ce niveau, il y a aussi beaucoup à faire? Oui, il y a beaucoup à faire, beaucoup, parce que... Malgré les changements des mandataires, mais apparemment ça n'arrive pas à résoudre les problèmes cruciaux, parce qu'on parle de gestion opaque, gestion calamiteuse dans différentes entreprises de l'État, mais il faut quoi exactement pour qu'il y ait un changement bien ressenti par le travailleur? Vous avez parlé pas seulement de l'ONATRA et partout ailleurs. Vous savez, madame, pour bien payer les travailleurs, il faut qu'il y ait une production. Sans production, on ne peut pas payer. Il faut qu'il y ait une production et une gestion des charges. L'entreprise fonctionne par ses charges. Il faut d'abord
avoir des charges pour faire fonctionner. Même le personnel, c'est une charge. C'est une charge. Et il faut produire autant pour faire une différence, le profit, pour pouvoir payer correctement. Pour pouvoir payer correctement. Le problème de gestion s'impose aussi. Il y a de temps en temps des problèmes de gestion, mais pour arriver à ça, même si on met le meilleur mandataire, il faut d'abord lui donner les moyens de sa politique. Donner les moyens de sa politique, cela veut dire qu'il y ait l'outil de travail, que l'État puisse payer ses dettes, et maintenant qu'il y ait une rigueur de la procédure et de la bonne gestion. Voilà. Vous êtes maintenant là un opérateur indépendant. Oui. Explicité. Un opérateur indépendant, cela veut dire que je suis pour le moment dans tous les domaines. Étant retraité, je dois être à la maison. Trop embrasse mal étreint. Vous faites quoi exactement? Je dois être à la maison. Mais je suis en train de faire quelques recherches pour les entreprises. J'ai fait un peu la consultance. Il y a des gens qui me consultent dans tous les domaines, dans le domaine informatique, dans les domaines de gestion et aussi dans le domaine syndical. Parce que j'ai été aussi le président de la délégation syndicale de ma dernière société. Donc, je fais la consultance, c'est ainsi que je me dis que je suis opérateur indépendant. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Parlons actualité maintenant. L'ouverture le vendredi 15 septembre 2023 de la session parlementaire du mois de septembre. Vraiment, c'est le sujet qui défraie la chronique. Une session qui est purement budgétaire. Vous placez quel mot par rapport à cette session? Je crois que c'est la toute dernière de la législature. Oui. Et c'est la session budgétaire. Bon, il faut savoir le budget, c'est quoi? Le budget, c'est la prévision ou les prévisions de l'entreprise, du pays. Il faut qu'il y ait de bonnes prévisions. Et nous continuons toujours à marteler sur le fait que dans cette prévision, on dirait qu'on favorise plus les dépenses politiques. Et les dépenses réelles, les dépenses sociales sont un peu mises à côté. Même les dépenses scientifiques, vous voyez quel est le budget de la recherche, quel est le taux du budget de la recherche. Nous voulons voir quel sera le taux du budget de la recherche ou carrément de l'éducation. Vous verrez toujours que c'est souvent moins de 10%. Je ne sais pas avec certaines évolutions, ils vont quand même évoluer, mais il faut tenir compte de l'évolution scientifique du pays. Quand le pays techniquement n'évolue pas et que tout le monde se lance dans la politique, tout le monde veut être député, tout le monde veut être ministre, il est très difficile que les gens commencent à penser comment améliorer notre système de télécommunications. C'est l'État. Vous voyez la société d'État des télécommunications. Ça ne fonctionne plus. Ils sont en train de courir et de créer des termes, le code des 143, mais quel que soit ce qu'on va leur donner, ils vont continuer dans cette allure-là. Il faut qu'ils évoluent aussi techniquement. Et qu'il faut qu'ils soient au niveau technique qui peut aussi concurrencer les entreprises privées, ce qui n'est pas le cas. Et si on reste à ces niveaux, cela veut dire qu'on est parti pour la gloire. On va tourner en rond. S'il faut faire un bilan, vous pensez que le bilan est positif de cette législature, la législature qui s'achève bientôt, et quelle doit être la priorité au niveau de nos élus par rapport à cette session ordinaire? D'abord, pour commencer d'abord par les bilans de cette législature. Le bilan est trop mitigé. Je crois, je peux même dire pour moi, ça c'est pour moi, le bilan n'est pas très satisfaisant. Parce que il faut aussi maîtriser le rôle des députés. Les députés, ce n'est pas eux qui construisent des ponts, qui doivent faire ceci, mais ils sont là pour ramener le problème de leurs électeurs au niveau du Parlement afin que le pays puisse trouver une solution globale à tous ces problèmes-là. C'est ça ce qu'il faut, et on n'a pas vu
grand-chose. On a eu même... c'était un peu comme si les gens s'amusaient. On veut faire une loi pour la dot, on veut faire ceci, cela. Mais il y a des choses plus importantes qu'il faut passer en premier lieu que nous n'avons pas vues. Je peux donner un petit exemple. Je vous en prie. Vous voyez aujourd'hui, tous les fonctionnaires de l'État, ils ne sont pas bien payés. Mais avec leur maigre salaire, ils ont des primes à côté. Tu peux trouver un fonctionnaire qui touche 300 000 francs congolais, qui est dans le, je ne sais pas, 120 $, mais il a une prime de 3 millions. C'est bon, même ce fonctionnaire-là, il est content d'avoir sa prime de 3 millions. Mais quelle est la conséquence de cela? La conséquence, c'est les jours où il ira en la retraite, ça sera un type qu'on envoie directement vers la mort. Combien il sera payé par notre société, la CNSS, pour sa contribution? Il contribuait sur le 300 000, alors qu'il gagnait peut-être 3 300 000. Ça, c'est un aspect que je ne comprends pas, même les politiciens n'ont pas la compréhension de cela. Quand vous payez bien, vous êtes bien rémunéré, automatiquement, parce que la dépense qui sera effectuée par l'État est identique. Il va te donner 300 000 francs et puis il va te donner 3 millions. Mais pourquoi ne pas tout mettre dans l'enveloppe salariale, qu'on ne parle plus de ces primes-là? Entre-temps, quand l'enveloppe salariale va augmenter, automatiquement, tu vas aussi payer un peu plus l'IPR, donc l'argent va entrer encore dans la caisse de l'État. Tu vas payer un peu plus la CNSS, l'argent va entrer dans la caisse de l'État pour payer les retraités qui sont là, et que toi aussi, quand tu seras retraité, tu seras un peu mieux payé. Moi, je dirais que je ne suis pas mal payé. J'ai moins que ce que j'avais, mais je suis bien payé parce que mon entreprise a très bien payé la CNSS. Je n'avais pas de prix. J'avais mon salaire, j'avais de base, j'avais mon logement et le transport, c'est tout. C'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, les gens sont en train de comprendre, avec la CNSS qui a changé un peu ce loi depuis 2016, les gens commencent à comprendre que c'est très important de payer des cotisations sociales. Voilà, merci pour cet éclairage. Cette session, parce qu'on parle déjà de la rentrée dans les deux chambres étant essentiellement budgétaire, le Premier ministre Sama Lokonde a déposé, c'était le 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2024 évalué 40,463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32,457 milliards de francs congolais. Vous placez quel mot par rapport à ces gestes? Vous pensez que ça va permettre la résolution de certains couacs? Bon, je n'ai pas le détail de ce budget. Mais vous avez dit qu'il y a une évolution de 24%, c'est ça? Voilà, 24%. C'est bien d'avoir cette évolution. Et cette évolution, je ne sais pas si c'est en dollars ou si c'est en francs. Si c'est en francs... C'est en francs congolais. Et pour le chef du gouvernement, les fonds conséquents ont été alloués, seront plutôt alloués au secteur de la défense, de l'enseignement, des réformes et pour la poursuite du programme de développement local des 145 territoires. Oui, c'est très bien. Je voulais savoir où est-ce qu'il y aura cet accroissement. Et vous avez cité, c'est très bien qu'il y ait cet accroissement au niveau de l'éducation, au niveau du développement du pays. Mais il y a aussi des éléments importants qu'il fallait aussi ajouter. Tels que? Vous savez, l'agriculture, le budget de l'agriculture. C'est dans tous les pays du monde. Pour commencer à être développé, on commence par juste manger. Dans tous les pays où, même qu'ils ne sont pas des pays développés, les gens mangent facilement 3 fois par jour, ce qui n'est pas le cas de la RDC. Peut-être dans certaines zones où on produit encore mieux, les gens peuvent dire ça, mais au niveau global, vous savez que
si on continue à négliger aujourd'hui l'agriculture et le budget de la recherche, je ne crois pas qu'on aura ce développement. Et surtout que dans le pays, nous avons le pays but un sérieux problème d'une bonne politique agricole. Nous n'avons pas une agriculture de compétition jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si l'État congolais fait la sourde oreille ou néglige ce secteur important de la vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant même pour ne fût-ce qu'outiller le maraîcher et maraîchère congolais des intrants agricoles, les nécessaires pour moderniser un peu leur façon de travailler, de cultiver la terre? Oui, il faut moderniser. Mais pour moderniser, il faut aussi des fonds. Mais la chose des lois aussi. Et la chose la plus facile, c'est quoi? Prenons les cas, nous sommes à Kinshasa. On fait l'agriculture aux environs de Kinshasa et dans le Congo central qui est plus près ici. Il faut faire des routes qui vont vers le lieu où on produit. À part ces routes-là, l'État peut ne pas donner un seul franc, mais les gens qui sont là seront encouragés à produire comme ils produisaient il y a 30 ans. Parce que quand ils produisent un peu et qu'ils ne peuvent pas dégager ça, alors ils produisent pour rien. C'est pour cela que tout le monde se déplace. Même dans des coins où il n'y a pas de guerre, les gens sont venus ici à Kinshasa. Parce qu'en faisant l'agriculture là-bas, c'est juste pour qu'ils mangent. Ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour payer les études de leurs enfants, pour faire ceci ou cela. Ils sont obligés tous de venir dans la capitale ici. C'est ça le seul problème. Avant la modernisation, il faut donner l'accès à ces gens-là. Pour que le commerçant arrive là-bas pour acheter. Et ça va les encourager sans que l'État donne un franc à ces agriculteurs-là. Et c'est bien après avoir arrangé des routes qu'on peut leur donner quelques tracteurs et tout ça, qui fassent des produits pour leur aider à bien cultiver. Et le reste viendra après. Voilà. Donc, Voilà. Parce qu'on parlait de l'ouverture de la session de septembre, session budgétaire, le député, entre autres, comme lourde tâche, l'examen et l'adoption de la loi de finances de l'exercice 2024, harmoniser les divergences avec le Sénat sur les textes adoptés, ainsi que cette session coïncide avec l'organisation des élections et on sait que le processus électoral de gens en cours préoccupe l'Assemblée nationale et le Sénat et ça constitue dès le premier jour de l'ouverture de la session comme une priorité. Mais que pensez-vous de ces élections? Vous croyez, vous personnellement, à la tenue des élections? On sait que la centrale électorale marque déjà les pas, les activités évoluent apparemment à pas de géant, parce que déjà les candidats présidents possèdent le dépôt des candidatures, Matata Ponyo et autres. Vous croyez à la tenue des élections, à l'allure où les choses semblent évoluer et dans le délai? Au niveau de la CENI, ils disent qu'ils vont organiser dans les délais. Ça, c'est la CENI qui le dit, c'est pas moi. Et même au niveau gouvernemental, ils disent qu'ils vont organiser dans le délai. Pour et le vous moment, dites quoi? Nous pouvons croire. Mais nous savons que la CENI a des difficultés financières. Nous le savons. Et même les agents avaient des retards de paiement. Je ne sais pas si c'est réglé. Et tout cela fait que les gens peuvent douter de l'organisation réelle des élections à la date. Mais comme on continue à évoluer, on prend même des candidatures, espérons que cela sera fait. Parce que l'objectif n'est pas assez qu'on reporte les élections, mais l'objectif est que les élections aient lieu le 20 décembre. Le gouvernement doit mettre les moyens. Y a-t-il pas risque de glissement? S'il y a risque de glissement, ça sera la faute du gouvernement. Pourquoi? Parce que la mandature a 5 ans. Et chaque année, on devait garder le 1/5 du budget des élections. Est-ce que cela a été fait? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces sillages. Peut-être que cela a été fait. Et on va aller sans problème. Mais si cela n'a pas été fait, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des problèmes. Voilà, parlons des candidats à la magistrature suprême. Il y a Matata Ponyo, il y a M. Moutamba, si je ne vais pas massacrer le nom, il y a
le docteur Mukwege apparemment le pousse aussi à affronter Tshisekedi et attendons voir aussi autres candidats. Mais par rapport à la candidature de Matata Ponyo, vous personnellement, vous trouvez qu'il a bien réfléchi, c'est pas jeter de l'argent à la fenêtre? Bon, lui-même il sait pourquoi il a posé sa candidature. C'est un citoyen congolais, il a le droit. Comme il veut mesurer sa popularité. Moi, je vous déposer. Je sais que les politiciens ont beaucoup de stratégies, beaucoup de calculs politiques. Ils savent. Même ceux qui savent qu'ils ne seront même pas élus, ou bien ils n'auront même pas 10%, mais ils posent. Je me demande pourquoi ils posent. Ils savent. Matata Ponyo a sa petite popularité. Ce n'est pas quelqu'un comme toi et moi. Dans son coin, dans son fief, il a des gens qui vont le voter. Peut-être qu'on peut estimer que ça ne va pas faire le poids, mais on ne sait jamais. Emmanuel Macron, personne n'avait réfléchi à lui au début, quand il y avait des élections en France pour son premier mandat. Mais en fin de compte, il est sorti président. Et Dr Mukwege ne pouvait pas se contacter de sa casquette de médecin, sauver particulièrement les femmes qui étaient dans le besoin, briguer à la magistrature suprême. Ça ne les ressemble vraiment pas. Je ne lui vois pas en costume d'un bon politicien. Tout le monde a une fonction avant de devenir président. Tout le monde a une fonction. On est ingénieur, on est médecin, on est, je ne sais pas, économiste. Tout le monde a une fonction. Et ça dépend de la personne. Déposer la candidature, c'est quelque chose qui vient de son fond. Bon, il y a la population qu'on dit qu'il a poussé, qui a cotisé pour lui. C'est pas l'Occident qui le bouscule. Moi, ce que j'ai vu dans les images, je n'ai pas vu l'Occident. J'ai vu la population. Il y a l'ombre de l'Occident derrière Dr Mukwege. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu. Quand on parle de l'ombre de l'Occident, le docteur Mukwege est prix Nobel de la paix. Cela veut dire que c'est déjà un personnage connu dans le monde entier. C'est ce qui fait que quand il va ailleurs, on le reçoit en tant que prix Nobel de la paix. Et il est bien reçu à tous les niveaux. Mais maintenant, s'il veut poser sa candidature... Il saura instaurer la paix à l'est de la RDC particulièrement, là où la paix est quasiment inexistante. Tout le monde peut imposer la paix, mais ça dépend de la façon dont on va s'y prendre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes là. Il y a la communauté internationale, il y a nos voisins. Il faut savoir gérer tout ça. Discuter avec les voisins, avec la communauté internationale, avoir des arguments solides et pouvoir remédier à tous les problèmes que nous avons. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Et puis, j'ajoute Martin Fayoulou, candidat aussi, alors qu'il a interdit aussi de postuler. En ma connaissance, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il a encore déposé sa candidature. S'il va déposer, c'est à ce moment-là qu'on peut parler du sujet. Mais pour le moment, Martin Fayoulou n'a pas encore déposé sa candidature. On verra s'il va déposer en ce moment-là. Toutes ces candidatures, ce n'est pas tout simplement pour nuire au candidat Tshisekedi. Non, on est en démocratie. Parce que Martin Fayoulou, c'est le centre, Dr Mukwege, l'Est, et les autres, ainsi de suite. On ne peut pas nuire. Et là, il deviendra très très impopulaire si les autres arrivaient à tirer les draps de leur côté, s'accaparer d'une frange de la population, et ça va nuire aux candidats. Non, non. On n'est pas... Tshisekedi, actuel chef de l'État. Le parti État n'existe plus. Où il y avait des élections avec un candidat unique. Le parti État n'existe plus. Et on ne peut pas dire qu'on est en train de nuire à un candidat, même s'il est le président de la République. Moi, j'estime que le président de la République est démocrate. Et même s'il y a, selon la loi électorale, le nombre n'est pas limité, même s'il y a 1000 candidatures, ça ne doit poser aucun problème. C'est à chaque candidat de présenter son bilan, de présenter son plan de travail et son plan quinquennal pour arriver à améliorer la vie de Congolais.
Mais j'ajouterai aussi une chose, les Congolais eux-mêmes, ils sont responsables de tout ce qui peut se passer dans le pays, le développement ou le non-développement du pays. C'est aux Congolais de voter, de bien voter, et quand ils vont voter, de pousser la personne qui est à la tête du pays, de faire mieux. Si le président qui est là fait quelque chose qui est bien, il faut applaudir. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas seulement applaudir parce que non, il est là. Non. Il y a des choses qu'il fait bien. Voilà. Il y a des choses qu'il fait très mal. Et au mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, le 19 novembre, c'est le go de la campagne électorale. Mais en ce moment-ci, en ce mois de septembre, la CENI devrait déjà être en train de déployer les kits dans l'ensemble du territoire national, chose qui n'est pas encore faite. Et cette situation n'inquiète pas? Oui, c'est une situation inquiétante. Mais je crois que la CENI eux-mêmes ou le gouvernement disent qu'il y a encore du temps. Mais malheureusement, nous avons plein de problèmes parce que pour déplacer ces kits, il faut le faire bien avant. Ça va se faire simultanément dans toutes les provinces. Mais il faut des avions. C'est ça. Il faut des Alors avions. que la CENI est butée aussi à un sérieux problème de logistique. Vous savez déjà que Congo Airways ne fonctionne pas. Donc il faut prendre des avions privés. Et il faut encore recourir peut-être à la MONUSCO qu'on veut chasser. C'est ça encore le grand problème. Parce que la MONUSCO a promis d'accompagner le processus actuel. Il a promis d'accompagner. Ils sont encore là de plein pied. Bien sûr, c'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Si nous acceptons, c'est que nous ne sommes pas prêts, nous-mêmes. Donc nous devons accepter d'être aidés. Mais si nous sommes prêts, la MONUSCO peut ne pas aider. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste transporter tous les kits électoraux. Parce qu'ils ont des avions, ils ont des petits avions, ils ont des hélicoptères qui peuvent amener au fin fond du pays. Et ça, c'est important. Il faut que les kits arrivent jusque-là pour qu'il n'y ait pas des gens qui disent non, voilà, de notre côté, il n'y a pas eu des élections, donc on ne peut pas accepter le président qui sera élu parce que. C'est ça le grand problème. Les pays vont organiser des élections avec des territoires occupés. Vous pensez que ça va aller? Ça ne va pas causer des problèmes à ces processus-ci? Et puis, est-ce qu'on peut avoir votre réaction par rapport au massacre déploré il y a près de 2 semaines près de Goma, où les gardes républicains auraient tiré sur le paisible citoyen? Bon, pour les territoires occupés, je crois que la CENI n'a pas pu faire l'enrôlement partout. Ça pose déjà un petit problème. Mais je ne sais pas quel est le pourcentage de ces territoires occupés par rapport à tout le pays. On sait que les territoires occupés sont à l'est. Mais à l'est, quel est le pourcentage des électeurs et quel est le pourcentage probable de ceux qui ne se sont pas enrôlés? Ça, je ne sais pas, parce qu'il faut faire ces analyses pour voir que non, ça peut passer ou ça ne peut pas. Mais je crois que on peut toujours organiser les élections dans ce sens-là. Parce que le gouvernement n'a pas encore accès à ces territoires-là. Alors, s'il n'a pas accès, qu'est-ce qu'on va dire? Que les élections n'auront jamais lieu. Alors, il faut qu'il y ait quand même des élections d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Bon, vous avez parlé aussi le massacre de quelques citoyens congolais près de Goma. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et le gouvernement avait envoyé une commission composée du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. On se contente d'abord du premier résultat. S'ils ont arrêté le commandant de la garde républicaine, on peut déjà dire qu'il est fautif, il a donné l'ordre. Je sais que les politiciens diront, mais qui lui a donné cet ordre-là? On ne sait pas. On n'a pas des éléments. Il sera jugé. Et si on l'a arrêté, c'est parce que même le gouvernement a constaté qu'il a outrepassé ce qu'il pouvait faire. De peut-être éviter que ces gens-là puissent opérer des troubles,
etc. Mais les mouvements citoyens et autres organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas fait trop de bruit là-dessus, à mon humble avis. Si peut-être qu'ils n'ont pas fait trop de bruit, je crois que le gouvernement a un peu dévancé les événements. Donc si le gouvernement pouvait faire ça dans tout ce qu'il y a comme problème dans le pays, il y aura quand même la paix. Et il devait prendre l'assaut, les rues de la capitale pour manifester leur mécontentement. Si cela s'est passé comme ça, je crois que c'est parce que le gouvernement a réagi juste le jour après ou 2 jours, 3 jours après. C'est ainsi que j'ai dit. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais je n'ai pas les détails. Je ne sais pas si c'est réellement ils ont fait un bon procès. Monsieur Matete François, pourquoi la guerre de l'Est jusqu'à maintenant ne trouve pas une fin ou une issue définitive, alors qu'il y a beaucoup de rencontres de la sous-région qui n'arrivent pas à apporter des solutions, à mettre fin à cette guerre de l'Est, l'état des sièges sans succès, Bunagana toujours occupé. Qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus pour parler de la paix? Est-ce qu'un jour on parlera de la paix en cette partie de la population, du pays qui est très perméable? Il y a beaucoup de bavures. Il faut être à l'Est pour palper du doigt cette réalité. Moi, je crois que cette guerre, c'est une petite guerre mondiale. C'est pas seulement la communauté sous-régionale. Si on maîtrise bien l'histoire, il y a tout le monde qui est là, derrière. Il y a l'Occident qui est là, donc la communauté internationale. Mais on ne va pas voir seulement l'Occident. Quand on va dans tous ces territoires occupés, il n'y a pas que l'Occident. Il y a aussi l'Orient. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une petite guerre mondiale. Tout le monde est là. Il faudra que le gouvernement soit vraiment très fort pour, avec les armes, on peut réduire déjà les... N'est-ce pas un aveu d'échec de l'état des sièges en cette province? Bon, l'état d'échec n'a pas totalement donné l'état des sièges, le résultat qu'il fallait. On a pu cantonner certains coins, on a pu bien garder certains coins, mais les points essentiels sont toujours entre les mains de rebelles. C'est ainsi que j'ai dit, il n'y a pas que nous et les M23, que l'ONU a pu même déclarer qu'ils ont des armes qui sont plus efficaces que les leurs. C'était quand même un scandale. C'était un scandale, mais à travers ces dires, vous comprenez qu'il n'y a pas que nos voisins. Nos voisins sont mis devant pour faire un travail. Mais il y a toute la communauté internationale qui est derrière, qui fait que cette guerre persiste. Mais je crois que le mandat prochain, le président qui sera là, ça peut être le même président ou un autre président, doit faire de son mieux pour mieux négocier au niveau de la communauté internationale. Ça a déjà commencé un peu. Ça a déjà commencé un peu. Nous avons vu même l'arrivée du pape et tout ça. C'était quand même une bonne action. Ça a joué. Mais il y a encore un grand chemin à parcourir. Voilà, le message est passé. Nous allons évoluer. Ce lundi 18 septembre 2023, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est à New York pour prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU. Il va parler du haut de la tribune de l'ONU, entre autres de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle à saluer, c'est le 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, je crois qu'il faut saluer cela. Il va parler de la sécurité à l'est. Nous en avons assez. Quelle sera la particularité de cette communication? Bon, vous savez, quand vous avez des difficultés... Pourquoi dire, n'est-ce pas, à ceux qui sont à la base de cette guerre qui nous a imposée injustement? Oui, les grandes puissances sont derrière le Rwanda. Oui. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ça va changer quoi exactement? Vous savez, la diplomatie, ça ne se gagne pas en un jour. Il faut continuer à persévérer, chercher les éléments, parce qu'à chaque moment ou chaque année, il y a des éléments nouveaux qui réapparaissent. Et
qu'on doit toujours mettre dans le dossier pour présenter. La communauté internationale sait ce qui se passe, mais il a fait longtemps le sourd d'oreille. Mais pour le moment, la communauté internationale commence petit à petit à écouter. On avait eu même l'embargo sur les armes. Maintenant, on a levé l'embargo. C'est petit à petit, c'est déjà un pas. Je crois que le président de la République, c'est tout à fait normal qu'il va dans cette assemblée pour parler encore de la sécurité en RDC et d'insister. Si on essaie de voir le nombre de morts qu'il y a eu en RDC, ça n'a rien à voir du génocide rwandais. C'est presque le nombre de morts qu'il y a eu dans la guerre mondiale. Mais on néglige. Tout ça, ce sont des éléments, des arguments à pousser. Et le nombre n'est pas donné par le gouvernement congolais seulement ou par les Congolais. Le nombre est donné même par les ONG de ces grandes puissances-là. Voilà, merci beaucoup parce que nous sommes presque à la fin de ce numéro de votre émission bi-hebdomadaire. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous sommes en train d'échanger avec M. François Matata, qui est Matete, qui est, parce qu'on parle de Matata et ça m'a collé, François Matete, opérateur indépendant, parce que nous sommes à la fin, un message particulier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par exemple, et c'est un peu de vous résumer par rapport à ce qui a été développé tout au long de cette émission. Bon, je crois qu'on a parlé de l'actualité. Au début, vous m'avez posé des questions un peu plus privées de moi-même, j'ai répondu. Mais sur l'actualité, il y a la session budgétaire qui va commencer bientôt. Dans cette session, je ne sais pas si ça a commencé. De quoi ça a commencé, c'est le 15. Le 15, le vendredi passé. Vraiment, je n'ai pas suivi. Donc, il y a la session budgétaire. Nous tenons à ce qu'il y ait un budget. Parce que ce budget sera exécuté par le président élu, qui peut être le même président ou qui peut être un autre président. Mais ce budget doit tenir compte vraiment de besoins de la population. Et si les critiques continueront à être là, on va dire quel est le pourcentage du budget politique. Pourquoi pas un jour qu'on peut dire, bon, les députés, on peut diviser leur salaire par 2. Pourquoi pas? Et tout cela, malheureusement pour le moment, le budget là, ils vont seulement discuter, mais ce sont des choses qu'il faut voir avec le temps. Pour l'Est, le problème est un peu complexe, très complexe. Et nous savons, il y a la communauté africaine, il y a la communauté internationale, il y a toutes les grandes puissances, l'Orient et l'Occident, qui sont dedans. Il faut que nous puissions continuer à amener des arguments, à en parler et à utiliser tous les canaux possibles pour pouvoir trouver une solution à ça. Mais moi, je suis quand même confiant qu'on finira par trouver une solution dans les 5 ans à venir. Voilà, clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source, Monsieur Matete François, opérateur indépendant. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission Le Rendez-vous. Nous vous remercions énormément. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère avec beaucoup d'attention et intérêt. Vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion, c'est demain à 2h30, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Merci aux preneurs de vue. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission bi-hebdomadaire, Le Rendez-vous. Vous voulez participer, appelez au 081 94 95 181. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.